Oui, sur Fessenheim, on est donc face à une centrale d'ancienne génération euh, arrivée en bout de course avec des problèmes de sûreté qui ont été dénoncés depuis longtemps, même s'il y a eu certains travaux qui ont été faits à la fin de vie. Ensuite, après, on a un gros problème qui est que l'ensemble de nos centrales vont arriver au bout de leur existence normale et presque tout en même temps. C'est ce qu'on appelle l'effet de falaise. Et donc, on va avoir de très grosses difficultés, EDF va avoir de très grosses difficultés à passer sur le cap qui va mener ensuite, après, derrière, à 10 ans de plus. Après, on a une centrale qui est relativement peu différente, finalement, mis à part quelques éléments de sûreté, qu'on appelle donc le PR de Flamanville. Je dis peu différente parce que le rendement est quasiment le même. On est passé de 33 à 35%. La technologie est un peu la même. Les risques sont sans doute limités, ça c'est difficile d'en juger, mais on reste encore sur des technologies de très grande puissance avec les problèmes, on le voit bien sur Fessenheim, à la fois de construction, mais aussi de coûts. Et la sûreté fait en sorte que derrière, les coûts augmentent de façon tout à fait considérable. Et la grande nouveauté, c'est que les coûts maintenant des énergies renouvelables, que ce soit sur le photovoltaïque ou sur l'éolien, ces 10 dernières années sont passés très nettement en termes de coûts de production en dessous des énergies, de l'énergie nucléaire. Pour moi, le problème principal est celui du risque. On est face à une difficulté qui est une possibilité du risque qui peut être jugée très faible, mais par contre, des conséquences sur le risque qui peuvent être extrêmement importantes. Et donc, on est en quelque sorte sur cette difficulté-là, un risque très fort, mais avec une probabilité très faible ou relativement faible. Est-ce qu'on prend le risque-là, de cette épée de Damoclès en quelque sorte? C'est ça la grande question. Parce que cette question-là peut amener, en cas de défaillance, forte, c'est-à-dire de contamination d'une région autour d'une centrale, a des conséquences qui sont absolument considérables, pas nécessairement en nombre de morts directement sur place, en tout cas il faut l'espérer, mais dans la possibilité de faire en sorte qu'on ait une région entière qui soit contaminée et donc inaccessible durant quelques années, voire des décennies. Et c'est ça le problème, c'est le problème du risque. Évidemment, ce problème-là, il est rarement posé, c'est-à-dire qu'on va dire, formidable, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. C'est relativement vrai, il en émet un petit peu, notamment au niveau de la construction, mais est-ce qu'il faut avoir simplement cette vision-là? Ça n'est pas parce qu'une technologie a une vertu sur cette question-là qu'elle doit être parée de toutes les vertus en même temps. Et donc, il faut regarder l'ensemble du système. Après, est-ce qu'on peut se passer du nucléaire? Demain matin, certainement pas. C'est évident puisqu'on a un taux de nucléaire qui est très important en France. Sur une trentaine d'années, 20 à 30 années, pour ramener à un paysage énergétique en 2050 qui soit exempt de centrales nucléaires, la réponse est oui. La réponse est on peut le faire. Ça nécessite évidemment un programme très important en matière de production, mais on a de plus en plus maintenant de scénarios qui arrivent. Alors la question qui est toujours posée là-dessus est celle de ce qu'on appelle la variabilité des énergies renouvelables, le fait qu'elles ne sont pas disponibles pour certaines d'entre elles, au moins électriques, durant, par exemple, la nuit pour le photovoltaïque, s'il n'y a pas de vent pour l'éolien, etc., etc. Au lieu de dire, ça n'est pas possible, on ne peut pas utiliser ces énergies-là parce qu'elles sont intermittentes, et donc on va revenir à l'époque de la lampe à huile ou de la bougie, je pense qu'il faudrait mieux réfléchir, c'est-à-dire se dire, OK, il y a une difficulté, mais on a énormément de possibilités pour jouer là-dessus. Ces possibilités sont liées à la fois aux équipements finaux, c'est-à-dire aux équipements de consommation, sont liées au stockage,
sont liées aux multiples formes de stockage, à la gestion même du réseau, etc. Et des gens comme le réseau de transport d'électricité, RTE, travaillent sur cette question-là, nous disent on n'a de toute façon aucun problème avant 2030, 2035. On a donc devant nous une quinzaine d'années environ pour résoudre cette question-là. Le fait de le résoudre permettrait d'arriver vers un système qui serait, au moins sur l'électricité, 100% renouvelable. Et je voudrais terminer en disant qu'attention, on parle toujours lorsqu'on parle d'énergie en France, on pense électricité. C'est même le cas de notre président de la République dans sa dernière intervention. Non, l'électricité, ça n'est que 20% du problème, de l'ordre de 20% du problème énergétique. Les vrais problèmes énergétiques sont au niveau des transports, sont au niveau de la chaleur. On ne va pas tout résoudre de cette façon-là. Et donc, il faut prendre la question, non pas nucléaire contre éolien, ça n'a pas beaucoup de sens de raisonner comme ça, mais il faut le prendre sur la globalité du système énergétique. Ce n'est pas très simple, c'est compliqué, mais au moins y parvenir à un système qui serait 100% d'énergie renouvelable pourrait se faire à une double condition. La première, on vient d'en parler, c'est de basculer vers les énergies renouvelables. Ça, c'est la production. Mais du côté de la consommation, il faut avoir aussi une vision politique très forte en matière de sobriété et d'efficacité énergétique. Et il faut jouer sur ces deux piliers-là. D'un côté, baisse de la consommation en évacuant tout ce qui est finalement inutile, superfétatoire, et de l'autre côté, une modification, un changement, un basculement vers l'ensemble des énergies renouvelables. Non, là, pour les pays occidentaux, on peut faire des projections, mais est-ce qu'il ne faut pas parler à un moment de démographie parce qu'elle est galopante en Amérique du Sud, en Afrique? Est-ce qu'on peut répondre à ces besoins futurs? C'est la même problématique. On pourra y répondre sur de l'ordre de 9 milliards d'habitants. Et il est vraisemblable qu'on va avoir une relative stabilisation à 9 milliards. On voit bien qu'à partir du moment où on a une augmentation de niveau de vie, on a une dégringolade très forte de la fertilité, du nombre d'enfants par personne. Ça se voit très très bien sur des pays du Maghreb, par exemple, comme le Maroc. Ça veut dire que derrière, on peut avoir une stabilité à 9 milliards et demi, 10 milliards. Mais avec un niveau de vie supérieur, avec un niveau de vie qui soit sur lequel il va y avoir de la consommation énergétique. Alors, si la consommation énergétique se fait comme aujourd'hui, avec des disparités énormes et avec de plus en plus d'énergie fossile utilisée, là, on n'y arrivera pas. Par contre, le basculement vers, au niveau mondial, des systèmes énergétiques qui seront plus sobres, plus efficaces d'un côté, et de l'autre côté, avec un basculement à quasi 100% d'énergie renouvelable, toutes les énergies renouvelables, pas uniquement le photovoltaïque et l'éolien, bien entendu, mais tout ce qui relève de la biomasse, de l'hydraulique, etc., permettrait à ce moment-là d'arriver au niveau mondial à une stabilité, un équilibre en quelque sorte, au niveau des ressources. Parce que on reviendrait en quelque sorte sur le bon sens étant d'utiliser cette formidable source d'énergie nucléaire, elle aussi, en matière de fusion, qui est située à 150 millions de kilomètres, qui fonctionne tout seul, qui gère tout seul ses propres déchets, et qui est notre bon vieux Soleil, qui fournit un nombre incroyable de fois l'énergie dont on a besoin aujourd'hui. Alors, puisqu'on parle du Soleil, est-ce qu'on peut parler 30 secondes sur ce programme ITER où il s'agit de recréer les conditions d'un Soleil sur Terre, qui soit compréhensible par ceux qui nous écoutent en tous les cas? Oui, alors ITER, c'est une conception du nucléaire qui est tout à fait différente de celle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la fission, la fission des matériaux fissiles comme l'uranium, etc. Là, sur la fusion, c'est différent. Ça recrée en quelque sorte ce qui peut se passer au sein du Soleil en termes de fusion des différents atomes. Mais c'est tout, la comparaison s'arrête là. En réalité, un ITER
est une machine d'une complexité absolument énorme. Ce qui est très étonnant, c'est qu'à l'arrivée, finalement, on fait de la chaleur, de l'eau chaude, de la vapeur qu'on envoie dans une turbine pour faire l'électricité. Rien n'est changé en réalité, sauf une fantastique complexité de la bouilloire initiale. Donc on est sur une bouilloire technologique à 35 milliards d'euros et dont on est à peu près sûr que jamais avant le siècle suivant, on arrivera à une production industrielle. Je crois qu'on a d'autres problèmes à régler, beaucoup plus urgents en matière énergétique. C'est-à-dire que ce qui est choquant, c'est d'un côté les climatologues qui nous disent avec raison, c'est dans les 10-15 ans qui viennent qu'il faut véritablement faire l'effort et faire ce basculement. Et de l'autre côté, on est encore sur un mirage technologique, un miroir aux alouettes, en quelque sorte, qui, lui, ne peut fonctionner qu'au XXIe siècle. Et comme je disais tout à l'heure, il me paraît beaucoup plus logique de se dire, OK, ce réacteur de fusion, inutile de le copier pour le mettre sur Terre, puisqu'il existe. Il existe, il fonctionne depuis à peu près 6 milliards d'années. Il va encore fonctionner 4 milliards d'années, beaucoup plus vraisemblablement que l'espèce humaine. Il fonctionne très bien, il gère lui-même ses propres déchets, il est à 150 millions de kilomètres. Il est totalement inépuisable à l'échelle humaine en tout cas. Donc utilisons-le. En plus, il nous répartit l'énergie partout sur Terre, pratiquement sans aucun problème, mis à part quelques coups de soleil ici. Voilà. Donc, utilisons-le. Pourquoi rechercher de nouveau à copier, à faire une espèce de mimétisme qui finalement relève un peu de l'orgueil humain qu'on pourrait éventuellement s'amuser à faire si on avait réglé l'ensemble des autres problèmes. Celui de la pauvreté, celui de la disparité sur Terre, celui du climat, enfin bref, vous le savez, on est actuellement non pas dans une crise, mais dans ce qu'on pourrait appeler des polycrises qui sont très systémiques entre l'énergétique, le climatique, le social, le sanitaire, etc., etc. Résolvons ces problèmes-là, et puis après, si c'est fait, on pourra éventuellement s'amuser à faire un peu de fusion. Ok, ça c'est pour Paul, donc ça fait une belle transition sur l'accès à l'énergie, sur les disparités et sur les productions locales. Est-ce qu'on doit être colbertiste en quelque sorte et faire des grosses machines énormes et pour les distribuer, ou est-ce que on a intérêt à développer l'énergie locale et la consommation locale du coup? Je crois qu'on a intérêt à développer des équipements, alors pas nécessairement tout petits. Un parc éolien de 7 machines de 3 mégawatts, c'est pas petit, c'est déjà de beaux engins technologiques, c'est évident, et qui nécessitent de l'industrialisation, etc. Ça se fait pas dans un garage ou dans un atelier. Mais ce qui est important, c'est de bien développer le lien entre le consommateur et l'outil de production. Et aujourd'hui, ce lien, il s'est perdu, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton pour avoir l'électricité, mais on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce qui fait ça, comment ça se fait, etc. Cette notion de lien entre la production et la consommation s'est perdue. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans, par exemple, la nourriture. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que c'est le même mot alimentation qui fonctionne dans les deux sens, à la fois pour la nourriture terrestre en quelque sorte, et puis pour l'énergie. Donc je crois qu'il faut arriver à relier les deux et rendre ces choses-là compréhensibles, y compris d'ailleurs dans leur complexité aussi, dans leur difficulté de mise en place, dans l'équilibre qu'il faut avoir entre la biodiversité, notre production d'énergie, la façon dont on anime et on équipe un territoire. Alors pour ça, les énergies que tu appelles les énergies locales, qu'on pourrait plutôt appeler les énergies citoyennes, sont une très bonne démarche. Moi, je crois beaucoup à quelque chose qui pourrait être, sur ces équipements-là, leur mode de fonctionnement
enfin non, d'abord de réalisation, de création et de fonctionnement sur un trépied en quelque sorte, sur 3 pieds. Un pied sur les citoyens et leur participation citoyenne. Si au bas d'une facture, les gens retrouvaient un signe moins d'euros parce qu'ils sont sociétaires d'un parc éolien qu'ils ont vu tourner, là on a du sens et on a une proximité en quelque sorte. Le matin, il se réveillera en disant « chouette, elle tourne », ce qui va me permettre de réduire ma consommation d'énergie, enfin ma facture énergétique plus exactement. Deuxième trépied, celui évidemment de l'opérateur, des industriels qui sont derrière, des bureaux d'études, bref, de l'ingénierie qui est autour, dans sa fonction d'ingénierie. Et puis le troisième pied, c'est celui des collectivités locales. C'est celui évidemment du choix politique et de la cohérence des choix au niveau territorial. Et on pourrait imaginer qu'à la fois certains projets soient portés par ce trio, mais en même temps aussi exploités par ce trio. Et là, on retrouverait une signification intéressante qui serait, je dirais, entre le tout public et le tout privé. On n'est pas très loin des notions de commun, en quelque sorte, et avec une gestion commune et territoriale. Et dans ce cadre-là, pour compléter un petit peu ces idées, ce qui me peut paraître très intéressant, c'est de faire en sorte que les bénéfices qui sont liés à l'exploitation, par exemple les revenus des parcs éoliens, soient en partie, notamment au travers de la collectivité, redistribués vers la sobriété et l'efficacité énergétique. Si demain on a des parcs éoliens, c'est-à-dire si on a la production qui permet de financer une partie de la diminution intelligente de la consommation d'énergie, on crée à ce moment-là non plus des cercles vicieux, mais des cercles vertueux. La production finance la non-consommation intelligente. Et mettre en place ce genre de cercle vertueux me paraît quelque chose d'absolument essentiel pour faire, et extrêmement pédagogique, à la fois vertueux et pédagogique, pour faire en sorte que des projets puissent se mettre en place et ne soient pas bloqués par, je dirais, des jeux de pouvoir, d'étiquettes, on ne peut pas faire, ou l'éolien c'est moche, ou les écolos vont trop loin, enfin voilà. Il faut arriver à... Le grand enjeu va être de dépasser ça demain. Ça nous renvoie évidemment à notre responsabilité à la fois sur l'écologie demain, mais ça nous renvoie aussi à la question de l'occupation de l'espace, du territoire, à ce partage qu'il faut qu'on ait entre intelligents, qui soit entre la biodiversité, la nature, les animaux, les plantes et nos besoins. Rapide question vraiment sur le démantèlement des centrales et la valorisation des terrains. C'est une question un petit peu à part, mais que je me posais. C'est à vrai dire, est-ce qu'on n'est pas condamné à avoir des anciennes centrales qui devront rester telles quelles parce que le taux de radioactivité est tellement élevé que on peut pas le reconvertir dans un autre domaine, ou est-ce qu'il y a des projets qui existent à ce niveau-là? Non, une centrale, elle restera, elle ne reviendra pas à ce qu'on appelle la pelouse initiale. Financièrement, on a tout intérêt à évacuer c'est ce qui fait d'ailleurs, dans un premier temps, l'ensemble des matières radioactives, les combustibles, etc. Enlever ce qui est en stockage, je dirais, de courte durée dans les piscines, et puis après derrière on laisse reposer la radioactivité durant très longtemps, le plus longtemps possible en quelque sorte. Donc il ne faut pas croire que ces terrains-là reviendront à d'autres utilisations. Je pense plutôt qu'il faut mieux utiliser ces terrains-là pour éventuellement d'autres équipements industriels. Qui pourraient être des centrales gaz cycle combiné, par exemple. Enfin, voilà, bon, ça rentrait trop dans le détail, mais finalement, on a des espaces qui sont déjà gelés, qui vont l'être encore durant des dizaines d'années, qui sont des espaces industriels, accessibles, clôturés, etc. Autant les utiliser au mieux, finalement, sur des centrales de production. Alors, les acteurs proposent
garder les centrales actuelles, elles peuvent atteindre 90 ans. Ça vous semble irréaliste quand même? Irréaliste. Irréaliste parce qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas changer. C'est un petit peu comme si on se disait, j'ai une voiture d'occasion, elle a, elle a 40 ans et je vais l'amener à 50, voire 60, voire 80, 90. Bon, il y a des choses que tu peux changer, les roues, les amortisseurs, toute une série, tu veux tout changer, et tu ne changes pas le bloc moteur. Ou alors il faut changer le bloc moteur, dans cette comparaison, voudrait dire changer la cuve. Changer la cuve et tous les éléments qui sont greffés sur la cuve, qu'on ne peut pas changer. Donc il y a des choses qui resteront originelles et qui ne pourront pas être remplacées. C'est ça la difficulté. Quelle est la durée de fonctionnement correcte de ces cuves sans qu'elles soient fragilisées? Là, il y a une grande inconnue. On peut avoir des micro-fissures, on peut avoir des fragilités, etc., etc. Et puis évidemment, plus ça va, plus ces fragilités seront importantes, et donc plus l'épée de Damoclès se rapproche.